d'abord, je vous remercie à tous d'être venus à ce dernier meeting de campagne. Il y a eu une très très grosse mobilisation partout dans la 9e, sur Bonnières, sur les Mureaux, à Auvergenville, Épône, Mézières, partout. Oudan aussi, du porte-à-porte, encore, là, il y a quelques heures encore, on distribuait des tracts dans les quartiers, on discutait avec les gens, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui n'avaient pas voté au premier tour, quelques abstentionnistes, beaucoup, énormément, ça a surpris d'ailleurs pas mal de monde de voir tous ces gens qui n'étaient pas allés voter au premier tour, qui seront là dimanche, donc il y a de l'espoir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'espoir. Croyez-moi, si dans le 9e on gagne, ça va être une sacrée surprise. Alors, vont prendre la parole successivement le maire des Mureaux, François Garet, en premier. Ensuite, on passera la parole à notre député brillamment réélu au premier tour, Noël Lavert. Bravo. Ensuite, alors Catherine Tasca, mais Catherine a un petit problème là, mais elle va faire un effort. Elle a promis qu'elle fera un effort. Ensuite, il vient Dominique. Ouais, bravo. Dominique, et enfin, écoutez, la star de la 9e. Hein. Je trouve beaucoup plus serein et beaucoup plus calme que la semaine dernière. Et pourtant, il a bossé toute la semaine. Mais là, ça va. Je crois qu'il est en train de se relâcher, sachant que la campagne se termine ce soir à minuit, je crois. Hein, samedi, on ne peut rien faire. Donc, il va pouvoir se reposer samedi pour qu'on fête ensemble la victoire dimanche soir. Dominique, Noël. D'abord, je suis très heureux d'accueillir Catherine, parce qu'on la voit fréquemment. Mounir et Dominique, là, ils sont là, eux, pour se battre pour ces élections. Et puis franchement, Noël a été très sympa pour nous. C'est vrai que j'ai fait un peu son siège, on se connaît bien avec Noël. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes faire un effort, essaye de venir. C'est vrai que ce matin, il était à Montpellier, tout à l'heure, il était à Fontenay, il vient là. Et en plus, il faut une chose importante, c'est qu'il avait promis ce soir d'être chez lui avec sa famille. Donc merci Noël. Mais il a tenu quand même à venir soutenir nos amis Mounir et Dominique. Moi, je vais être assez bref et simple. Aujourd'hui, donc, on a mené une campagne. Cette campagne sur cette 9e circonscription se gagnera si nous arrivons à mobiliser. Mais vraiment à mobiliser. Bien évidemment, les Mureaux, on n'a fait que 40% de votants. Il faut impérativement qu'on passe la barre des 55-60. Si on ne passe pas cette barre, je pense que ce n'est pas gagnable. Donc vraiment, il faut qu'on se batte encore demain et après-demain, malgré que la campagne soit finie, pour aller chercher les voix où elles sont. De la même façon aussi, sur des régions comme Aubergenville et Épône, c'est important d'y aller. Après, sur Bonnières, il faudra bien évidemment agir. Et sur la région de Oudan, c'est plus compliqué. Ce que j'ai pu voir dans cette campagne, Mounir et Dominique n'ont pas compté leur temps. On donnait beaucoup. Vous avez tous donné. Mais il est évident, ce que disait Albert, c'est une circonscription qui a été découpée par Charles Pasqua. Et c'est évident que le coup de ciseau qui a été donné en 86 pour les élections de 88, même en 88, il y avait Jean Cotave qui était face à Henri Cuc. Henri Cuc était un jeune provincial qui avait été à la mairie de Paris et qui arrivait pour avoir une circonscription. On lui avait découpé sur mesure. Jean Cotave était premier secrétaire fédéral du PS et ça a été le meilleur score que nous ayons fait, 52% contre 48%, avec quand même à l'époque, il y avait eu Michel Rocard, il y avait eu François Mitterrand. Là, nous avons une possibilité avec François Hollande, nous avons une possibilité avec cette gauche unie, nous avons une possibilité, je pense, de basculer. Ça sera juste. C'est peut-être du 50,5 contre 49,5. Peut-être, hein. Ça sera du 45-55. Et je crois aujourd'hui qu'il faut se mettre dans la tête que ça peut être 50,5 contre 49,5. Toutes les voix compteront. Tous ceux que nous pourrons mobiliser doivent se déplacer. Et je pense qu'aujourd'hui, un Mounir, Dominique, en tant que tel, mérite, et notamment un Mounir qui nous représentera, et évidemment Dominique sera la suppléante, je crois que c'est un binôme de l'unité, un binôme de la volonté de gagner, et aussi quelque chose qui est important. Vous savez, souvent, je dis, il est important d'avoir une République de la première chance. Il est important de travailler sur l'éducation, il est important de travailler sur l'éthique, il est important de travailler sur l'activité, il est important de travailler sur l'autonomie, mais il y a quelque chose qui est de plus important.
C'est bien l'environnement, c'est bien toutes les choses. Et si on arrive à créer des générations durables, c'est aussi important. Et en politique, on se doit d'avoir des générations durables. On se doit de se dire, demain, il faut qu'il y ait des gens qui sont quadragénaires, qui sont trentenaires, qui viennent progressivement nous remplacer. Car vous savez, les décisions qui sont prises dans cette législature, dans la législature 2017-2022, sur ces 10 ans, c'est ce qui va engager la France, la société pour les 30 ans à venir. Et si on ne fait pas le virage aujourd'hui, si on ne fait pas un vrai virage de mutation culturelle, un vrai virage de mutation par rapport à l'argent, un vrai virage de mutation par rapport à la solidarité, un vrai virage par rapport à la jeunesse, eh bien nous serons une société qui sera vaincue. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous-mêmes, nous vivons 10, 20, 30 ans sans problème. Mais notre responsabilité, c'est pour ceux qui ont entre 0 et 20 ans, c'est quelle société, quelles décisions nous prendrons pour que dans 20 ou 30 ans, ils disent cette génération qui est passée en 2012, 2017 et 2022, volontairement je dis ces 3 élections, c'est celle qui nous a permis de vivre tel que nous vivrons en 2040. Rappelons-nous de ceux qui étaient en 1945. Rappelons-nous moins de ceux qui étaient en 1975 qui ont amorcé un virage. Rappelons-nous éventuellement de François Mitterrand et d'autres qui nous ont emmenés. Aujourd'hui, 30 ans, on est en 2010, 2012, et volontairement je dis tous les 30 ans. Si on n'est pas capable, pour ces 30 ans à venir, de revoir complètement la notion de l'activité des 16 ans, la notion du contrat à durée indéterminée, si demain il n'y a pas de l'autonomie pour la société, avec une rémunération qui est adaptée par rapport à son logement, une rémunération qui est adaptée par rapport à sa famille, nous serons une société où éventuellement nous retrouverons avec des conflits très forts. Et j'espère, dans cette gauche, dans ce gouvernement, j'espère beaucoup dans cette Assemblée nationale et dans ce Sénat, c'est vraiment le moment de faire la mutation de société. Je connais Mounir Satouri depuis longtemps, que je connais son engagement, et puis parce qu'il est le candidat de la France métissée que nous aimons, de la République que nous aimons, celle qui est ouverte à tous, celle qui a permis de construire ce grand pays qui est le nôtre. Et au moment où je m'adresse à vous, je voudrais vous dire d'une certaine manière à la fois ma honte, mon effroi et ma révolte, et faire en même temps un constat. Ce constat, c'est le constat de 5 ans de sarkozysme qui ont abouti à un naufrage pour la droite, mais surtout à un naufrage pour la droite dite républicaine, qui aujourd'hui, parce que Sarkozy et ses porte-flingues, Guéant et quelques autres, n'ont pas hésité à braconner sur les terres du Front National, et aujourd'hui la droite est contaminée par l'idéologie du Front National. Elle en devient l'otage. Et donc ça veut dire que nous sommes dans une sorte de tournant politique historique, au cours duquel nous risquons de voir cette droite qui avait résisté jusqu'à maintenant, qui avait réussi tant bien que mal à poser des digues face au Front National, nous risquons de nous retrouver, si la gauche n'est pas capable de répondre à l'attente des Français, nous risquons de nous retrouver dans 5 ans, non pas avec une alternance classique, mais avec une configuration où la peste brune aurait contaminé la droite républicaine, une situation à l'italienne où l'on a vu Berlusconi passer des accords avec les fascistes de la Ligue lombarde de Gianfranco Fini. Et cela, nous n'en voulons pas, parce que pour notre pays, ce serait une véritable catastrophe. Et donc, si nous voulons éviter la catastrophe, il faut d'abord que la gauche soit rassemblée. C'est le cas derrière Mounir. Nous avons besoin de toutes les composantes de la gauche. Alors, je le dis devant mon amie Catherine Tasca, qui représente le Parti socialiste. La gauche ne peut pas être représentée que par le Parti socialiste. Il faut que la gauche se nourrisse de toutes ses composantes. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous obtenions dimanche 17 juin au soir suffisamment de députés élus pour construire, pour composer un groupe d'écologistes à l'Assemblée, un groupe écologiste. Un groupe écologiste, c'est au moins 15 députés. Et donc il faut faire un gros effort pour que Mounir soit élu député et vienne contribuer à la constitution de ce groupe. Mais je ne parle pas ici devant vous comme un épicier. Je ne suis pas là pour défendre uniquement l'écologie. Je suis là pour défendre la gauche et toute la gauche. Et donc je souhaite aussi qu'il y ait un groupe front de gauche à l'Assemblée nationale, parce que la gauche n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle respecte ses différentes composantes et lorsque ces composantes sont loyales.
Donc nous, les écologistes, nous nous inscrivons dans une logique constructive, comme des partenaires loyaux. Et si aujourd'hui il y a tant de désenchantement de la part des citoyens vis-à-vis des politiques, c'est pas la faute des citoyens, c'est la responsabilité partagée de l'ensemble des responsables politiques. En général, d'ailleurs, ceux qui se trouvent plus dans les étages supérieurs qu'aux étages inférieurs. Mais là encore, ce serait une forme de démagogie de dire que les députés, les sénateurs sont beaucoup plus critiquables que les élus locaux. Non, le clientélisme, il est partout. Et parce que beaucoup de politiques, de droite comme de gauche, se sont comportés de cette manière, à la recherche désespérée des électeurs, et donc d'une élection, ils ont oublié, ils ont renoncé en chemin à un certain nombre de valeurs et de convictions. Et voilà que nous nous rendons compte que près de 30 ans après Dreux, 1983, la rhétorique du tous pourri de Le Pen est en train de continuer à faire de nombreux dégâts. Et moi je voudrais vous dire ici très solennellement, je n'ai pas été construit dans les appareils politiques, j'ai eu une vie avant la politique de journaliste, je suis aujourd'hui complètement engagé dans la vie politique. Je voudrais vous dire ici que des maires jusqu'au plus haut niveau, une immense majorité des hommes et des femmes politiques sont des gens intègres, sont des gens honnêtes, sont des gens dévoués et ne sont pas, comme veut le faire croire M. Le Pen, ne sont pas des pourris. Et vous dire que si à un moment donné, vous avez été saisi d'un désabusement, de vous dire que finalement la politique ça ne servait à rien, eh bien regardez autour de vous, regardez dans d'autres pays ce qui est en train de se passer et dites-vous que cette absence de politique, le fait qu'on a laissé s'installer des dictatures, des régimes autoritaires, qu'on a laissé s'installer des groupes d'intérêt, ne permet pas de réinstaller la démocratie dans de bonnes conditions et que ce sera beaucoup plus long qu'on le croit. Et dites-vous bien que ceux qui aujourd'hui se battent à Tunis, sur la place Tahrir, ceux qui se font écraser en Syrie, ceux-là aimeraient bien avoir un pays comme le nôtre, où la politique joue un rôle, où on règle nos débats, nos discussions, nos différends, nos contradictions par le débat politique et non pas par la force, et non pas par la violence. Et donc il faut réhabiliter la politique, et il faut remettre la pyramide républicaine sur ses pieds. Et remettre la pyramide républicaine sur ses pieds, c'est de dire haut et fort que de fixer parmi ces 60 engagements, comme l'a fait François Hollande, le vote des étrangers dans les élections locales, ce n'est pas favoriser le communautarisme, c'est renforcer la démocratie et le droit pour tous de décider de son destin collectif. C'est de dire à l'ancien président de la République et à ceux qui parlent le même langage que lui aujourd'hui, car l'ombre portée de Sarkozy, elle plane, y compris sur des gens que l'on croyait épargnés par ce poison. Je pense par exemple à M. Juppé ou à d'autres, ou à Mme Kosciusko-Morizet, qui viennent faire des réciprocités absolument insupportables entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais que je sache, moi je suis maire de Bègles, une ville qui a été communiste pendant 30 ans. Combien de rues portent-elles le nom de ces communistes qui sont tombés sous les balles des nazis parce qu'ils défendaient la liberté de notre pays? Où était l'extrême droite à cette époque? Il me semble qu'elle était plus proche de l'occupant que de ceux qui se battaient pour les libertés. Avec qui le général de Gaulle a-t-il créé le Conseil national de la résistance? Avec l'extrême droite? Avec les fachos? Ou avec les communistes et avec ceux qui sont attachés à des valeurs qui ont fondé notre République? Je trouve que des personnalités qui se disent républicaines, qui font les coquettes, si je puis dire, en termes politiques, qui depuis maintenant quelques semaines, à la télévision, à la radio, n'arrêtent pas de répéter en boucle que l'extrême gauche et l'extrême droite c'est la même chose, mais ont-ils oublié, ces gens-là, leur histoire? Ne se souviennent-ils pas de Manoukian? Ne se souviennent-ils pas de la Moye,
de ces gens étrangers d'extrême gauche qui se sont battus pour défendre notre pays et qui font qu'aujourd'hui, je peux vous parler debout, en français et libre. C'est parce que ces gens-là et ces hommes-là ont perdu leur vie et ont donné leur liberté. Et je trouve qu'il y a de ce point de vue une manière, pardonnez-moi cette expression un peu forte, de révision de l'histoire de la part de ces gens. Et c'est indigne et c'est du déshonneur pour la droite. Parce que, comme Catherine, comme François, comme Mounir et comme toi, je fais partie de ceux qui pensent que le débat politique, il doit avoir lieu entre la droite et la gauche. Donc il faut, face à la gauche, une droite républicaine, avec laquelle on puisse débattre de nos idées qui sont conflictuelles, qui ne sont pas les mêmes, et pouvoir avoir en face de nous des gens qui ne pratiquent pas la simplification et qui ne font pas l'amalgame sur la question de l'heure. Et d'ailleurs, vous voyez bien que M. Copé, qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'UMP, est en train de pratiquer quand même une très grande embrouille. Parce que ce ni-ni, il est quand même très crasseux. Il sent quand même très mauvais. Cette espèce de ni-ni, alors ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, donc, tel Ponce Pilate, on se lave les mains. Mais non, on ne se lave pas les mains, on se les salit. On se les salit parce qu'en disant ni-ni, on ne fait que favoriser, on ne fait que donner un blanc-seing et légitimer les candidats de l'extrême droite. Nous, qu'avons-nous fait? Je m'en souviens. J'ai un certain nombre d'amis qui sont ici et qui étaient à mes côtés hier comme aujourd'hui. J'étais le candidat des Verts à l'élection présidentielle de 2002, ce 21 avril de triste mémoire. Et je m'honore finalement d'avoir été le tout premier des candidats à l'élection présidentielle au soir du 21 avril, quand nous avons pris ce coup de massue terrible. J'ai été le premier à dire « il faut voter pour Chirac », même si ce qu'il a fait de notre vote a été complètement gaspillé. Mais il ne fallait pas que Le Pen fasse un point de plus. Et nous n'avons pas hésité, lorsqu'il s'agissait de choisir entre la peste brune et la République, nous avons choisi la République, quoi qu'il nous en coûte. Et donc je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est tout à fait nouvelle dans l'histoire de la Ve République, avec effectivement cette droite qui est en pleine dérive, hein, qui est en train de s'enfoncer dans une spirale qui va sans doute la conduire vers des accords avec le Front National, parce que mademoiselle Le Pen n'est pas son père ne voulait pas le pouvoir, elle veut le pouvoir. Et il y aura donc des alliances. Et donc, si nous ne sommes pas capables de résister à cela, si nous ne sommes pas capables d'opposer des valeurs qui sont des valeurs républicaines, des valeurs qui prônent la tolérance, qui prônent l'ouverture, qui prônent la solidarité, des valeurs morales, des valeurs d'intégrité, eh bien, nous serons, nous aussi, sans doute, demain, balayés. Il est de la responsabilité de ma génération, de la génération des personnes qui sont là, de favoriser l'émergence d'hommes et de femmes comme Mounir, qui sont les générations de la relève, qui ont été élevés et qui ont appris l'engagement, pas simplement dans les appareils politiques, mais dans la réalité de la société, qui ont sans doute souffert quelquefois de se prénommer Mounir plutôt que Noël ou Daniel, qui savent ce que c'est que la ségrégation qui ne dit pas son nom, qui savent ce que c'est que cette espèce de racisme rampant. Vous savez, ceux qui vous disent, des jeunes des cités, il faudrait vous intégrer. Ben, moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis à l'italien, l'espagnol, l'allemand qui va passer quelques années dans notre ville, dans notre pays, que c'est plutôt à lui de s'intégrer plutôt qu'à des enfants de ceux qu'on a considérés comme des indigènes, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des citoyens français, dont les enfants sont français, sont nés français, vivent français, ne se feront pas enterrer au bled mais en France parce que c'est la France leur pays. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de s'intégrer, ils sont français. Il faut que l'on mette ça dans la tête. J'espère que vous me pardonnerez de vous infliger une voix qui ne doit pas être très agréable. C'est le résultat d'une campagne qui a été très longue et ardente. Hier soir, j'étais
avec Annie Poursinov à Maurepas. Et je suis très heureuse de terminer cette campagne, ce parcours avec vous auprès de Mounir et de Dominique. Permettez-moi de saluer d'abord tous les camarades qui sont là, et en particulier parce qu'ils mènent chacun un vrai combat dans notre département, nos élus. Je salue Pierre Blévin, je salue Jean Mallet, je salue Jean-Marc Pommier, j'espère que je n'en oublie pas. Pourquoi j'ai tenu, depuis le lancement de leur campagne, à être aux côtés de Mounir et de Dominique? Eh bien, à eux deux, ils incarnent deux objectifs auxquels je suis extrêmement attachée. Le premier, ça ne vous étonnerait pas, c'est la parité. Et je suis très heureuse que Dominique, que je connais bien, qui milite avec beaucoup de courage sur ce territoire, de campagne en campagne, soit aux côtés de Mounir. Et puis, le second objectif qui, pour moi, est essentiel, c'est celui du rassemblement à gauche. Un rassemblement que François Hollande n'a pas cessé de prôner pendant toute la campagne présidentielle. Et ça n'est pas un engagement de campagne, ça doit être pour nous tous un engagement d'avenir. Non seulement la gauche ne peut pas gagner, diviser, mais pour durer, pour développer ses idées, son projet, elle devra, pendant ce quinquennat, rester fortement unie. Alors l'union, ça n'exclut pas le débat, et les propos de Noël vous ont montré qu'il y avait matière à débat au sein de la gauche, mais ce débat-là, il est profondément démocratique et il est donc profondément positif pour notre pays. Je voudrais vous parler de l'enjeu dans les Yvelines. Noël et François ont très bien dit quel était l'enjeu au plan national, et vous le savez tous, ça fait 10 ans que nous attendions de libérer notre pays d'une droite autoritaire, dominatrice, absolument indifférente au mal social dans notre pays. Dans les Yvelines, nous avons vraiment, cette fois-ci, un enjeu fondamental. Dans notre département, depuis des décennies, la droite se considère comme propriétaire. Et chacun de vous qui a eu à mener une campagne dans ce département sait combien c'est difficile, au gré des découpages électoraux bien sûr, mais aussi au gré d'une sociologie, et j'ai presque envie de dire d'une tradition qui s'est installée. Cette domination de la droite, elle est subie depuis très longtemps sur ce territoire. Eh bien, aujourd'hui, nous disons, ça suffit, et maintenant nous voulons conduire le changement dans les Yvelines comme partout ailleurs en France. Chère Catherine, cher François, chers élus, chers amis, eh bien, nous voici arrivés au terme de cette campagne, et dimanche soir, nous aurons le résultat final. Que d'émotions, que de souvenirs, déjà avec vous tous. Dans mes précédentes interventions de la campagne, j'ai insisté sur l'analyse de nos propositions. Tout cela est maintenant connu. Nous voulons rompre définitivement avec Sarkozy au niveau de cette circonscription comme au niveau national. Nous avons besoin, la France a besoin d'une Assemblée nationale cohérente avec le président et avec le Sénat. Elle l'aura, j'en suis sûre, dimanche soir. C'est indispensable. Je crois que les Français ont commencé à le comprendre. Voilà ce qui devait être répété de façon résumée, mais que vous savez tous. Merci Catherine pour ton soutien. Et je dois dire que notre inauguration le 14 avril est un engagement
le fait que tu nous aies engagés à faire une campagne de conquête, on a gardé tes phrases tout au long de cette campagne. Alors moi j'ai envie de lui dire à notre opposant de droite et tous les élus, ici Radio Londres, le changement est en route. Albert disait tout à l'heure que j'ai l'air plus détendu ce soir qu'il y a une semaine, c'est vrai, mais je suis aussi beaucoup plus fatigué. On a beaucoup douté dimanche. Avec Dominique, on a passé la journée à nous balader dans la circonscription pour aller saluer les élus qui tenaient les bureaux de vote. Et plus l'horaire avançait, et plus Louis Sens, est-ce qu'il est dans la salle, me donnait par téléphone le taux de participation au bureau, et plus je m'inquiétais. Parce que, en réalité, malgré l'enthousiasme, la volonté d'y arriver, on est toujours un petit peu formaté. Tout le monde disait que c'était très difficile, que la droite était chez elle, que les ciseaux magiques de Pasqua avaient fait le travail depuis de longues années, que notre adversaire était très implanté, même au Muro d'ailleurs, à travers ses fonctions en conseil général. Je crois qu'il a fait 5, 6, 7 inaugurations associatives de projets de coopération durant cette campagne. Et on m'avait dit ça va être compliqué. Alors en plus, c'est un gaulliste social, ça va être très compliqué face à ton adversaire de droite. Et puis, on a fini un petit peu par être atteint par tout ça. Et on m'a dit, ta seule chance, c'est une participation extraordinaire au Muro. Et alors quand on vous dit Vigne Blanche, 16% à 16 heures, quand on vous dit les musiciens, 21%, tu t'inquiètes un petit peu. Et puis, il y a eu ma présence auprès de François, Albert et tous les élus des bureaux à la mairie, puis les résultats qui commençaient à tomber. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous étions en tête dans 11 communes dans cette circonscription. Notre candidat à la présidentielle était en tête dans une commune, les Mureaux. Le score au Muro était très honorable, François, même si nous regrettons la participation. Et puis on s'est dit, finalement, cette droite, elle s'est tellement crue chez elle. Notre adversaire de droite a tellement cru que c'était une affaire d'héritage et pas une affaire de démocratie et d'élection, que la campagne, ils n'ont quasiment pas fait. Ils n'ont pas fait campagne. Monsieur Jean-Marie Tétard n'a même pas fait de réunion dans sa ville à Oudo, ou dans son canton. Il n'a pas réuni la population. Alors il a réuni les élus pour leur dire, ben voilà, je suis candidat, sachez-le, donc vous allez faire le job à ma place et vous allez me faire élire. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai un regret dans cette campagne. C'est le bilan carbone de ma voiture. Tant mieux que Noël soit parti. Parce que s'il le répète aux autres, et si jamais j'ai la chance d'être élu, on va me regarder de travers dans le groupe des élus écolos. Donc ne lui répétez pas. Ce score au premier tour nous a fait plaisir lundi matin. L'événement dont on parlait tout à l'heure, Dominique, nous a compliqué l'après-midi. Et puis mardi, ça n'allait pas. Je crois que j'ai mis 3 heures à me préparer. Certains pourraient en témoigner ici. Parce qu'on commençait à nous rendre compte que la victoire était possible, mais aussi de tout ce qui restait à faire. Et comme nous, on n'a pas souhaité faire la campagne comme nos adversaires, en allant chercher les électeurs du Front National et de l'extrême droite, la seule possibilité, c'était la participation. On a fait une campagne dynamique, active, mais on était quelques-uns sur le terrain. Et mercredi, quelque chose s'est passé. Nous avons vu arriver les bataillons de tous les militants Europe Écologie Les Verts qui n'étaient plus en campagne au deuxième tour. Nous avons vu arriver les militants socialistes des Mureaux et des villes autour. Nous vous avons vu arriver, vous les citoyens, vous les militants associatifs. Parce que tout le monde a compris entre lundi et mercredi que ça y est, quelque chose se passait et que l'avenir était possible et que le changement était à portée de main. Et puis là, ça a changé de tout en tout.
Alors faisant le bilan, je ne vous parlerai pas de l'état de mes chaussures. 2648 appartements visités en porte-à-porte. 35 villages de tous les cantons. Distribution, échange avec les citoyens, sortie des écoles, sortie des boulangeries. Bravo à tous les militants. Le blog de notre adversaire n'avait pas été actualisé depuis le 27 mai. C'est pas une blague, vous pouvez le vérifier. Et puis ils se sont réveillés jeudi. Et là, ils sont devenus énervés. Là, ils commençaient à arracher nos affiches et à les mettre à l'envers. Certains de leurs militants commençaient à appeler des citoyens de cette commune qui se sont engagés auprès de nous pour les menacer. Vous êtes des traîtres. Vous avez été financés dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est pas bien ce que vous faites. J'ai hésité pendant 2 heures ce matin. Et puis j'ai appelé mon adversaire. Oui, bonjour, c'est Mounir Satouri, monsieur Teta. Je peux comprendre l'effervescence d'une campagne électorale. Je peux comprendre effectivement que lorsqu'on est à bord du Titanic, on s'inquiète. Je suis prêt à tout assumer. Je suis prêt à toutes les attaques. À tous les coups, même les plus bas, j'en rendrai aucun. Parce que c'est ça mes valeurs. Mais par contre, il est hors de question que les citoyens et les citoyennes qui me soutiennent, certains puissent s'amuser à faire pression. Alors en politique, il faut se méfier de ses amis. Je continue à croire que ce sont les équipes qui font du zèle, mais tout n'est pas tolérable pour une victoire. Vous avez dû toutes et tous recevoir la profession de foi de mon adversaire. Oui. Vous avez eu le virage. À droite, à l'extrême droite toute. Moi au début quand j'ai commencé cette campagne, François, tu m'avais dit, monsieur Jean-Marie Tétard est un élu républicain engagé sur les dossiers de coopération. J'ai même assisté à quelques réunions. J'étais assez content du discours. Mais là, il y a panique. Monsieur Tétard a découvert jeudi matin qu'il comprenait le désarroi des électeurs du Front National. Il comprend qu'ils puissent en avoir marre des personnes qui vivent grâce à l'assistanat. Vous voyez le virage? Nous, on n'a pas fait ce travail. Je pense que la victoire est possible. Je pense qu'elle est possible sur nos valeurs, sur notre programme, la solidarité entre les territoires. Il y en a marre dans cette circonscription qu'on oppose les villages à la ville des Mureaux par ceux-là même qui l'ont découpé et qui ont mis la ville des Mureaux dans cette circonscription avec les villages. Il y en a marre qu'on oppose ceux qui travaillent avec ceux qui ne travaillent pas, alors que depuis 25 ans, ils sont au pouvoir et que l'usine Renault de Flins est passée de 28 000 salariés à 4 000. Moi, j'ai vu dans cette campagne des centaines et des centaines de personnes au chômage qui ne demandent qu'assister les autres. Et puis, il y en a marre que les citoyens de cette belle République soient renvoyés à leur origine ou à leurs ancêtres. Nous sommes tous membres de cette République exemplaire, cette République juste, cette République laïque, et j'ai envie de continuer, même après cette campagne, à leur hurler. Je retiens deux leçons de cette élection. Il n'y a pas de vote communautaire dans ce pays. Que la droite et l'extrême droite arrêtent de nous raconter des histoires. Parce que s'il y avait un vote communautaire, les quartiers au bureau auraient voté 90% pour Mounir. Non mais, c'est vrai. J'ai fait plus de participants et plus
plus de participants dans le village. Donc il n'y a pas de vote communautaire. Et comme il n'y a pas de vote communautaire, il n'y a pas non plus de vote raciste. On a fait la démonstration dans cette 9e circonscription que le vote dans notre pays, dans notre belle République, était un vote politique par rapport à une offre politique, par rapport à un programme, et que les origines supposées d'un candidat, la sonorité de son prénom ou la religion supposée n'y sont pour rien. Et j'ai envie de dire à tous les candidats qui m'ont appelé depuis une semaine, issus des quartiers populaires, je préfère ce terme, que à partir de ces 2 enseignements, il ne doit pas y avoir de campagne communautaire. Il faut faire une campagne sur un programme politique et sur une offre politique. Parce que c'est ça qu'attend le peuple de France. Alors je vous assure, on doute toujours. Mais je l'ai vu en faisant le porte-à-porte, l'espoir dans les yeux des habitants de cette circonscription. Je ne leur ai jamais posé la question sur leur vote au premier tour, ni sur leur adhésion idéologique. Mais il y a des choses qu'on sent. Et bien même ceux qui ne sont pas censés au départ voter pour nous, nous avons vu de l'espoir, nous avons entendu les questions, et surtout, ils nous ont dit, c'est bien de venir nous voir là, mais il faudra continuer à le faire. Alors, les choses sont en marche. L'espoir est possible.